En avril 1945, l'Allemagne nazie est prise en étau. La fin de la guerre en Europe approche. Mais des attaques ont lieu à l'arrière des troupes alliées. Ce sont des personnes, des adolescents, des femmes et des vieillards qui organisent des attaques armées. Les Alliés comprennent que les nazis ont créé leur groupe de résistance et qu'ils doivent se battre pour déstabiliser les Alliés occidentaux. Ce groupe s'appelle la Werwolf, qui veut dire loup-garou. Découvrez leur histoire dans ce nouveau documentaire. À l'automne 1944, la situation militaire allemande est de plus en plus désespérée. Sur le front de l'Ouest, les Alliés sont aux frontières du pays et Aix-la-Chapelle est sur le point de tomber aux mains des Américains. Les Britanniques et les Canadiens sont aux Pays-Bas et la France, eux, sont au sud de l'Alsace et des Vosges, où ils feront bientôt jonction avec les GI de Patton. La situation en Italie n'est guère meilleure. Rome est tombée et l'ensemble du front menace de s'effondrer à tout moment. À l'est, 6 millions de soldats soviétiques, appuyés par 13 000 chars, 46 000 canons et 11 000 avions de combat, s'apprêtent à déferler sur les défenses du Reich. En mer, les loups gris de l'amiral Dönitz sont traqués et coulés par les marins et les aviateurs alliés. Et la Luftwaffe voit ses as disparaître les uns après les autres. Pour ce qui est du front diplomatique, Berlin a perdu ses derniers soutiens, la Finlande et la Roumanie, car ils ont négocié un armistice avec Moscou, puis ils se sont retournés contre leur allié d'hier. À l'intérieur du Reich, la situation n'est pas meilleure. Les grands centres urbains et industriels sont écrasés de jour comme de nuit par les bombes anglo-américaines. Des milliers de personnes sont jetées sur les routes en dépit de leur vie. Les usines, bien qu'elles soient rares, produisent les matières premières au ralenti à cause d'un manque d'ouvriers qualifiés. Poussé par certains dignitaires nazis, Hitler décrète la mobilisation totale du peuple allemand. Des vieillards en civil vont devoir prendre les armes pour se battre pour son pays. Les adolescents seront également mobilisés et seront sous les ordres de chefs manquant cruellement d'expérience. Le Volkssturm est une milice qui est placée sous les ordres des Gauleiter du parti et ils sont encadrés et équipés par la Wehrmacht, à l'exception des bataillons spécialement rattachés à la SS, dans les villes forteresses par exemple. Mais la Volkssturm sera sacrifiée partout où le front s'effondre. Ils réussissent à ralentir l'avance des troupes pendant quelques jours, mais finalement, les Alliés réussissent à l'emporter. Certains des hauts dignitaires nazis évoquent en secret les doutes de gagner cette guerre. Heinrich Himmler, le maître de la SS qui est toujours fidèle à son Führer, propose de constituer un réseau de résistance qui pourrait entraver l'avance des Alliés au cœur du Reich, où ils vont devoir rendre intenable l'occupation du pays. En somme, ils vont devoir frapper à l'arrière des troupes alliées, en menant des actions de sabotage, de liquider les collaborateurs et les défenseurs allemands. Cette politique de guérilla fait rappeler la politique de la terre brûlée qui avait été conduite à partir de l'été 1941 par les partisans soviétiques. Cette résistance, comme Himmler aime l'appeler, va devoir zapper le moral des Alliés et regonfler le moral du peuple allemand, au point que tous se soulèvent contre l'occupant. Face à cette résistance, l'occupant va devoir faire régner l'ordre en multipliant les représailles sur les populations, ce qui mènera à la détermination du peuple allemand à résister à son tour. Pour le Reichsführer, ce procédé devrait conduire les Occidentaux à se retirer de l'Allemagne, laissant ainsi les troupes se renforcer à l'Est pour se battre contre l'Union soviétique. Hitler, qui fait entièrement confiance à son fidèle Himmler, lui donne son accord. Mais ce dernier a besoin d'une nouvelle organisation paramilitaire, dont les recrues devront avoir une qualité essentielle pour cette nouvelle organisation, celle du fanatisme. Les membres seront piochés des sections d'assaut, de la SS et des jeunesses hitlériennes. Tous devront être les futurs maquisards de l'Allemagne. En septembre 1944, une conférence réunit le Reichsführer Himmler, le chef des jeunesses hitlériennes, Arthur Axmann, le général de la SS et chef du RSHA, Ernst Kaltenbrunner,
et le lieutenant-colonel Otto Skorzeny, qui est à la tête des commandos et des opérations spéciales de la Waffen-SS. Malheureusement, très peu de détails ont filtré de cette entrevue très confidentielle, mis à part un nom plutôt curieux, Werwolf, qui veut dire loup-garou, et à sa tête est nommé le général Hans Adolf Protzmann, un personnage discret et à la fois dangereux. Sur son visage, une balafre, qui fait de lui une personne reconnaissable. Cette cicatrice, il l'a eue lors d'un différend entre étudiants. Apparemment, c'est Martin Bormann, le chef de la chancellerie, qui a eu l'idée de ce nom. En vérité, il s'est inspiré de la nouvelle Der Werwolf, de l'écrivain Hermann Lons, qui évoque les manières de la guérilla. Mais revenons un peu sur ce curieux général Hans Adolf Protzmann. Il est né en Prusse orientale et il a combattu dans la Freikorps, notamment en Silésie, où il s'est distingué par sa haine absolue des Polonais. Il devient membre du parti nazi en 1929 et intègre la SA. En 1930, il estime très rapidement que les chemises brunes, surnom donné à la SA, sont trop timorées et trop indisciplinées. Il demande donc son transfert dans la SS. Après avoir intégré la SS, son ascension est très rapide. En 3 ans, il passe de lieutenant à général. Il a une loyauté sans faille et il n'a pas de scrupules. Protzmann est un officier cultivé, austère et brutal, comme le certifie le témoignage du général SS Jürgen Stroop. Protzmann est l'un des chefs pédagogues les plus remarquables de la SS, d'une adresse universelle sur les plans intellectuels et physiques. Esprit créateur, force de caractère, détermination, assiduité, opiniâtreté et énergie. Gravité intérieure sous des dehors juvéniles et, par là, spontanéité et modestie dans sa conduite. Sévère et exige pour lui-même, mais compréhensif. Il se distingue aussi par une profonde intelligence des pensées visionnaires d'Adolf Hitler et par sa passion de mettre en pratique les objectifs du NSDAP. Il n'y a qu'une seule définition pouvant convenir à Protzmann, un homme du Reich germanique, à l'âme chevaleresque et à la plus haute moralité, la moralité SS. C'est grâce à son expérience qu'Himmler a choisi ce général, surtout grâce à ses états de service en URSS qu'il résume. Ce sera un combat racial d'une sévérité impitoyable, au cours duquel 20 à 30 millions de Slaves et de Juifs périront dans des actions militaires et des crises d'approvisionnement alimentaire. Après avoir combattu pendant 3 ans les maquisards soviétiques, ce général SS est naturellement choisi pour mettre sur pied les réseaux de résistance nazis. C'est ce que va lui expliquer Himmler lors d'un entretien le 19 septembre 1944 à son QG à Hohenlychen. Protzmann est nommé inspecteur général des opérations spéciales et a pour mission de recruter des agents parmi les forces armées et les Hitlerjugend, et ensuite les entraîner au sein des commandos dirigés par Otto Skorzeny. Agissant tel un loup, le chef de meute doit constituer un état-major pour le Werwolf. Il décide d'appeler Erich von dem Bar-Zelewski, suite à son expérience. En effet, cet officier SS a dirigé un commando de chasse responsable du massacre de 35 000 civils à Riga et de la mort de plus de 200 000 personnes en Biélorussie. Il contacte également Jürgen Stroop, qui vient tout juste d'écraser la révolte du ghetto de Varsovie en tuant les 50 000 derniers juifs dans le ghetto. Sa mission est de former dans l'ouest de l'Allemagne des groupes Werwolf, avec lesquels il conduira au moment venu une résistance acharnée contre l'envahisseur. Au total, il y a 200 officiers recrutés pour former l'ossature de cette nouvelle organisation. Parmi eux sont recrutés des spécialistes du contre-espionnage, des experts en contre-terrorisme, des instructeurs de la Waffen-SS, des sociologues et des psychologues qui doivent conditionner les futurs recrues. Une cellule ultra secrète composée d'historiens et d'officiers de la Gestapo et de la SS a pour mission d'étudier l'histoire des mouvements conspirationnistes européens et de s'en inspirer. On peut dire que rien n'est laissé au hasard. Protzmann décide de baser l'organisation de la Werwolf là où l'âme du national-socialiste du Grand Reich est née, à Steinbach, près du lac de Wort, dans le sud-est de la Bavière. Sur le point de vue administratif, la Werwolf correspond à celui des régions militaires de la Wehrmacht. Dans chacun des districts, il est prévu qu'un officier SS soit chargé de superviser le recrutement, l'entraînement et le déploiement des volontaires en collaboration avec les responsables locaux de la jeunesse hitlérienne et du parti.
Selon les directives de Martin Bormann, le NSDAP doit jouer un rôle essentiel dans la levée des volontaires. Pour rester discret sur ce recrutement, aucun appel public n'est lancé. Les recrues sont contactés par un réseau très simple, le bouche à oreille. La Werwolf se penche sur les adolescents qui travaillent déjà pour la cause du régime, les étudiants dans une Napola, qui est une école destinée à former les futures élites des dirigeants politiques, militaires et administratifs de l'État nazi, ou les personnes qui ont perdu leur famille sous les bombes alliées. Les candidats doivent passer une sélection rigoureuse. Les personnes retenues sont les personnes les plus solides physiquement et psychologiquement. Ces jeunes volontaires, qui ont pour la plupart entre 12 et 18 ans, sont dirigés vers l'un des 6 centres d'entraînement du Werwolf. C'est là qu'ils sont soumis à un entraînement plus qu'éprouvant. Dès leur arrivée, les jeunes hommes remettent leurs effets personnels aux instructeurs et doivent couper tout contact avec leur famille. Chacun d'entre eux est pris en charge par un mentor expérimenté en matière de guérilla. Le plus souvent, c'est un membre des commandos SS, un agent du SD, un agent de la Gestapo ou parfois un vétéran de la Wehrmacht. L'instruction se porte sur le maniement des armes, la pose de mine, le combat à main nue, la lecture d'une carte, l'orientation de jour comme de nuit, le camouflage, l'usage d'un émetteur-récepteur, le codage et le décodage de messages, l'utilisation d'explosifs, les techniques de démolition et de survie, le sabotage de voies ferrées et de lignes téléphoniques. On leur apprend différentes méthodes pour assassiner un individu, telles que le tir d'un fusil à lunettes, d'un pistolet silencieux, l'étranglement, l'arme blanche et l'empoisonnement. Répandre des toxines dans les aliments et les breuvages de troupes d'occupation fait partie des idées de Protzmann, qui va mener des recherches à ce sujet à l'Institut technique criminel de Berlin pour trouver un produit adéquat et qui puisse se fabriquer facilement. Fait à base de salicylate de méthyle. Ce poison sera testé sur les déportés dans les camps de concentration et il est noté que le test est un succès. Mais il ne sera produit qu'en faible quantité et sera très peu employé. Les futurs francs-tireurs sont également formés à la conception de bombes artisanales, faisant d'eux de véritables bombes humaines. C'est à cause de ces projets suicidaires que l'on voit l'emploi de psychologues pour endoctriner le volontaire au fanatisme. Les jeunes femmes sont aussi recrutées et elles sont chargées de séduire pour obtenir des renseignements. Les conditions de vie des recrues sont précaires. La moindre erreur est réprimée. Les instructeurs font preuve d'une très grande brutalité en cas de faute. Des cris, des coups, jusqu'aux punitions sadiques tombent sur les jeunes loups-garous. Malgré la fatigue et la maladie, les longues marches forcées, les cours théoriques et les exercices pratiques ne sont pas suspendus. Ce qu'il faut comprendre dans ces entraînements, c'est que ces jeunes doivent être prêts à endurer les douleurs et les privations à cause de la clandestinité. Entre novembre 1944 et avril 1945, on estime que 5000 jeunes Allemands ont été entraînés à la guérilla. Une fois leur formation achevée, les partisans sont regroupés dans des équipes de 3 à 6 membres, placés sous l'autorité d'un vétéran de la Wehrmacht ou de l'ASS. Ils sont tous dissimulés parmi la population et formeront des réseaux clandestins. Leur mission ? Attendre l'arrivée des troupes ennemies, pour ensuite répandre la mort et la destruction sur leurs arrières. Pour assurer ce genre de guérilla, il faut assurer une logistique et des matériels suffisants aux loups-garous. Protzmann ordonne que l'on mette en place des dépôts secrets de nourriture, d'armes et de munitions dans toute l'Allemagne, en ville comme à la campagne. Ces installations sont aménagées discrètement et rapidement, mais dans la plupart des cas, elles resteront vides, car les généraux de la Wehrmacht ne souhaitent pas donner du matériel à la Werwolf. Les maquisards doivent se débrouiller seuls, mis à part pour les papiers, qui sont livrés en temps et en heure par les faussaires de l'Amt 6 RSHA, avec des doses d'arsenic et de cyanure à utiliser en cas de capture. La première action du Werwolf a lieu à Aix-la-Chapelle en mars 1945. 5 mois plus tôt, en octobre 1944, Franz Oppenhoff, un avocat anti-nazi, est nommé maire par les Américains juste après la reddition de la ville. La propagande de Joseph Goebbels va s'acharner contre lui. Himmler ordonne qu'on l'assassine et la mission est confiée au Werwolf. Protzmann se charge personnellement de planifier l'opération Carneval. Dans la nuit du 20 mars 1945, un commando est parachuté à basse altitude au-dessus de la frontière germano-belge, à 8 km de la ville.
Un témoin devenu gênant est assassiné pour éviter qu'il révèle la présence du commando. Le groupe s'installe dans un bois aux abords de la ville. Ilse Hirsch, une jeune femme de 22 ans, membre du commando, gagne les ruines de la ville pour prendre contact avec Hedman et Heindorn, qui ont des renseignements sur l'emploi du temps du bourgmestre. Les loups-garous apprennent que Franz Oppenhoff ira dîner chez des amis le soir du 25 mars. Le SS Herbert Wenzel, le chef du commando, décide d'exécuter le bourgmestre ce soir-là. Un traquenard est tendu et le maire est abattu par le SS Josef Leitgeb. Mais c'est l'exfiltration qui va poser un problème. Les patrouilles américaines sont en état d'alerte et seule une partie des loups-garous ont réussi à s'échapper. Cet assassinat a un retentissement considérable parmi les Alliés et c'est à partir de cette date que le Werwolf est pris très au sérieux par les états-majors alliés. C'est de là également qu'est née la crainte d'une résistance allemande dans les Alpes. Le général Eisenhower écrit à ce sujet. Un autre but des nazis, quelque peu apparenté à celui de constituer une forteresse montagneuse, était l'organisation d'une armée secrète, portant le nom significatif de Werwolf et composée exclusivement de loyaux partisans d'Hitler, avec pour mission le meurtre et le terrorisme. Au même titre que les adultes, des garçons et des filles devaient être enrôlés dans cette organisation secrète, avec l'espoir de terroriser les campagnes et de rendre l'occupation si difficile que les conquérants seraient sans doute heureux de se retirer. La seule façon de faire échouer ce projet était d'occuper l'ensemble du territoire national. Ike annonce à Churchill et à Staline qu'il faut renoncer à percer vers Berlin. Himmler, Goebbels et Bormann ne savent pas tout ça, mais ils sont satisfaits que cette action ait révélé au monde qu'il existe un mouvement de résistance au sein du peuple allemand. Le danger pour les Alliés est là. Le Werwolf peut frapper à tout moment et personne n'est à l'abri de ses attaques. Le 1er avril 1945, lors d'une émission radiodiffusée, Goebbels informe officiellement l'existence du Werwolf en appelant le peuple allemand à se dresser contre les envahisseurs. Son allocution est retransmise sur toutes les ondes radio affiliées au Werwolf, le Werwolf-Sender, dont les studios sont installés à Nauen, dans la banlieue de Berlin. Les commentateurs vont se déchaîner en divulguant une liste de personnes à abattre et rappellent à la population que la capitulation est un crime puni de mort. Dans les campagnes comme dans les villes et au fur et à mesure de la progression des soldats américains, anglais, français et soviétiques, l'activité des loups-garous monte en puissance. Par exemple dans la Forêt Noire, une région au relief et à la végétation propice à la guérilla. En avril 1945, on recense plusieurs meurtres de pasteurs qui ont prononcé des sermons anti-nazis ou ont simplement appelé leurs fidèles à retirer les portraits d'Adolf Hitler des lieux publics. Même un capitaine de police sera assassiné pour s'être opposé à l'infiltration de sa brigade par le Werwolf. La première armée française du général Delattre de Tassigny est elle-même confrontée à des activités sur ses arrières, au moment où elle aborde le lac de Constance pour rentrer en Autriche. À Freudenstadt, les détachements de la 4e division marocaine de montagne sont pris à partie par des civils armés de fusils de chasse, d'armes de poing, de lance-roquettes anti-chars et de grenades. Ces accrochages deviennent tellement violents que l'artillerie française est appelée à les soutenir et rase quasiment la ville. Mais ça ne calme pas les ardeurs de ces loups-garous. 200 d'entre eux poursuivent la lutte dans les ruines fumantes de la ville. Les Français sont exaspérés et vont ratisser la localité et arrêter tous les hommes âgés de 15 à 60 ans pour mettre un terme une bonne fois pour toutes à cette résistance. Le 22 avril 1945, à Degerschlatt, au sud de Stuttgart, ce sont des lycéens de 16 et 17 ans, armés de grenades, qui décident de défendre leur village contre les troupes françaises. Le Werwolf déclenche une série d'attaques nocturnes et le lendemain, ces jeunes partisans lancent un raid contre une grange occupée par des Français. Non loin de là, à Marbach am Neckar, le village est repris par des adolescents obéissant à un instituteur formé par le Werwolf. Il faudra le retour des troupes marocaines, appuyées par des blindés légers pour déloger les partisans allemands et capturer l'instituteur nazi qui sera fusillé pour rébellion. Mais cette exécution qui doit servir d'exemple n'aura pas tellement d'impact, et les attaques continueront jusqu'à la fin de la guerre. Dans le nord de l'Allemagne, les armées anglo-canadiennes du maréchal Montgomery sont également confrontées aux loups-garous.
Au début avril, Heinz Wickmann, responsable local des Hitlerjugend, a mis sur pied dans la région d'Oldenburg le groupe de résistance Adolf Hitler, et qui est composé de jeunes fanatiques qui ont bénéficié d'un entraînement aux tactiques de guérilla du Werwolf. Tous vont opérer en civil, et ils ont ordre de laisser passer les troupes adverses pour mener des attaques sur leurs arrières. Leur première action débute le 14 avril en assassinant un fermier qui avait hissé un drapeau blanc à Dottlingen. Le 25 avril, le commandant Poston, un des officiers de liaison de Montgomery, est assassiné alors qu'il circulait à bord de sa Jeep le long de la forêt de Lundburg. Cet assassinat a été commis selon les rapports par le groupe de Wickmann. À Seedorf, entre Brême et Hambourg, des soldats britanniques tombent dans une embuscade organisée par des casseurs de chars du Werwolf. Et ses partisans ont bénéficié de la complicité des villageois. Mais impossible pour les Britanniques de mettre la main sur ce groupe. Les loups-garous sont introuvables. Cette affaire de partisans nazis fait un grand bruit et le Chaef envoie immédiatement des instructions aux troupes en campagne pour qu'ils fassent preuve de la plus grande prudence dans leurs relations avec les civils allemands, y compris avec les femmes et les enfants, en stipulant « Votre attitude envers les femmes est inadaptée en Allemagne. Savez-vous que les femmes ont été entraînées pour vous séduire? Est-ce que cela vaut un coup de poignard dans le dos? Les femmes peuvent dissimuler une arme sur leur poitrine, entre les seins, sur l'abdomen, le haut des cuisses, sous les fesses, dans un manchon, un sac à main, une capuche ou un manteau. Comment fait-on pour fouiller des femmes? La réponse est que c'est difficile, mais votre vie est peut-être un jeu. Les dirigeants nazis ont atteint l'un de leurs objectifs principaux, semer la méfiance et la discorde entre les troupes alliées et la population allemande. À la fin du mois d'avril, au nord de Hambourg, un groupe d'adolescents, commandé par un officier SS, est cerné au sommet d'une colonie boisée par 2 bataillons britanniques. Le 1er mai 1945, un émissaire allemand est envoyé à leur rencontre pour négocier une reddition honorable, mais les Britanniques refusent. Sortis de leur camp de prisonniers et réarmés, les Diables Verts passent à l'action. Mais en investissant les lieux, ils découvrent des corps qui jonchent le sol. Certains avaient entre 10 et 12 ans, et tous se sont suicidés plutôt que de capituler. Les actes de résistance des loups-garous se font partout, et en Autriche, elle atteint un degré au-dessus. Pourquoi? Car certains donnent l'ordre au Werwolf d'assassiner le nouveau maire élu, parce que l'un ne supporte pas d'avoir été destitué. Le Werwolf va s'acharner sur les personnes qui veulent vivre en paix, en les traitant de traîtres et seront à leur tour assassinés. En Bavière, le 28 avril 1945, les Américains vont faire une découverte très intéressante. Ils capturent 6 officiers et 25 soldats allemands qui sont cachés dans un réseau de tunnels et d'abris au milieu d'une vaste forêt. Ces hommes sont sous les ordres d'un certain Paul Kruger, colonel de la Wehrmacht qui prétend être membre du Werwolf. Kruger coopère avec les officiers du renseignement américain et affirme qu'il avait été chargé d'éliminer les plus hautes autorités militaires alliées, dont le général Eisenhower. Une liste de noms est même retrouvée dans une cantine militaire. Sur le rapport du contre-espionnage américain, on peut lire des détails très intéressants sur les équipements et l'installation du commando Kruger. Les opérations auraient débuté 3 à 4 semaines après le passage des troupes américaines. Des groupes de 10 à 20 hommes devaient détruire des cibles, avant de se replier pour rejoindre leur unité. Aucune cible située à moins de 15 km de l'unité ne devait être désignée. La sécurité dépendait du secret et du camouflage, et tous les personnels avaient des ordres stricts, notamment celui de se cacher si des troupes américaines approchaient de leur secteur, et de n'ouvrir le feu en aucun cas à proximité du bivouac. Les hommes portaient l'uniforme de la Wehrmacht, mais quelques-uns étaient déguisés en gardes forestiers. Ils étaient déployés dans des avant-postes, afin de signaler le moindre danger. Ils disposaient de mortiers, de mitrailleuses, de pistolets mitrailleurs, de fusils de précision, ainsi que de nombreuses armes de poing. Chaque homme disposait d'un pistolet Lilipu pouvant être aisément dissimulé. Les stocks de munitions pour chaque type d'arme correspondaient à 4 mois d'utilisation en situation normale. Ce groupe disposait d'une voiture civile et d'une motocyclette militaire parfaitement cachée dans les bois, ainsi que de 120 chevaux dispersés dans les fermes des environs. La nourriture, consistant en conserves de viande, biscuits, crackers, chocolat et légumes en bocaux, était suffisante pour tenir plus de 4 mois. Des vivres supplémentaires comme pain, pommes de terre,
légumes frais et saucisses fumées étaient obtenus grâce à des sources locales. Le groupe puisait de l'eau dans un ruisseau passant à proximité de son abri. Un tel stock peut impressionner, mais les commandos de ce genre sont rares, car ils sont incapables de mener des opérations en coordination. Mais l'avance alliée continue et elle désorganise totalement l'appareil d'État nazi. Certains des soldats allemands cherchent à se rendre, tandis que d'autres essaient de rejoindre leur foyer. La résistance voulue par la haute sphère du Reich laisse place aux intérêts personnels de chacun. À partir de la mi-avril, pour ne pas entraver les négociations avec les alliés occidentaux qu'il veut ouvrir par l'intermédiaire de la Croix-Rouge suédoise, Himmler ordonne à Protzmann de limiter les opérations du Werwolf et les limite à de simples actions de propagande. Le maréchal Keitel, de son côté, veut interrompre toutes les opérations des loups-garous. Dans les locaux de l'organisation, les fonctionnaires de la SS et de la Gestapo récupèrent des faux papiers qui sont fabriqués à l'intention des agents du Werwolf pour qu'ils puissent disparaître. Le site de Schloss Hohlrath est évacué le 23 avril 1945. Le Werwolf Sender cesse d'émettre sur les émissions radio. Le 5 mai 1945, les armées d'Allemagne du Nord, des Pays-Bas et du Danemark annoncent leur capitulation et elle est reçue par le maréchal Montgomery. Le même jour, l'amiral Dönitz, successeur d'Adolf Hitler, annonce sur les émetteurs de Copenhague, Flensburg et Prague: Le fait qu'un armistice soit actuellement en vigueur signifie que je dois demander à chaque Allemand et Allemande de mettre un terme à toute activité illégale dans le cadre du Werwolf ou de toute autre organisation similaire dans les territoires occupés par les Alliés occidentaux, car cela ne peut que porter préjudice à notre peuple. Partout en Allemagne, les groupes de loups-garous fortement démoralisés par la mort d'Hitler le 30 avril 1945 se rendent spontanément. Les plus fanatiques, eux, continuent le maquis dans une lutte sans espoir. Protzmann est capturé le 11 mai 1945 par les Britanniques à Hohenlied. Pendant plusieurs jours, il sera interrogé au quartier général du maréchal Montgomery. Le 21 mai, Protzmann savait que son nom était inscrit sur la liste des criminels de guerre et redoutait de plus en plus d'être mis aux soviétiques. Il réussit à se suicider dans sa cellule à Lundburg en avalant une capsule de cyanure. Sur le front de l'Est, l'action des Werwolf est beaucoup moins impressionnante sur les troupes soviétiques. Pourquoi ? Parce que les bataillons du NKVD qui contrôlent les territoires conquis maintiennent l'ordre avec une violence telle que les Allemands n'ont pas voulu résister. Et puis ordre est donné par Staline que toute ville dans laquelle un partisan est capturé soit immédiatement incendiée et sa population déportée à l'Est. En juin 1945, le général Nikolai Berzarin meurt dans un accident de motocyclette. Les soviétiques pointent du doigt les loups-garous. Plus de 600 personnes âgées de 15 à 17 ans, faisant partie soi-disant des Werwolf, sont arrêtées dans la seule région de Berlin et sont déportées dans les camps du NKVD. Les Werwolf vont se développer dans les territoires de l'Est, comme en Pologne ou en Tchécoslovaquie. Alors que la guerre est finie en Europe, certains soldats de la Wehrmacht continuent à se battre contre les massacres ethniques dont ils ont été témoins à l'Est. En Pologne, ce sont les loups noirs de Saint-Hubert qui se font rapidement connaître. Mais les soviétiques font de terribles représailles aux partisans menant des attaques à l'arrière de leurs troupes. En Europe occidentale, des groupes des Werwolf sont arrêtés et on y découvre des listes d'officiers alliés qui devaient être assassinés, comme le ministre-président de Bavière, Wilhelm Högner, qui était également pris pour cible. Mais au fil du temps, les troupes des Werwolf s'estompent petit à petit et s'évanouissent dans la nature. Ces loups-garous auront réussi à faire pas mal de dégâts au sein des troupes alliées durant les derniers jours du Reich.